Yo tout le monde, bienvenue sur ce second épisode du podcast In EOG Mind. Au programme, les Rubik News de ces 2 dernières semaines. Ensuite, pour le débat, on s'intéressera est-ce que l'arc Skypiea dans One Piece est un arc surcoté. Et enfin, dans une dernière partie, on parlera des chapitres qui m'ont marqué le plus cette semaine. Du coup, on ne perd pas plus de temps et on passe directement aux news de la semaine après ce petit générique. On commence la rubrique avec Rumiko Takahashi, connu principalement pour avoir fait l'excellent shonen Inuyasha et le très connu pour les fans du club Dorothée Ranma 1/2. Cette dernière a reçu la médaille de chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française. Seul Akira Toriyama en 2019 et Jiro Taniguchi en 2011 ont reçu cette récompense. 3 ans après la fin de Food War, les papas de ce manga, à savoir Yuto Tsukuda et Shun Saeki, le binôme fait son retour dans le Shonen Jump avec un tout nouveau manga intitulé Tenmaku no Cinema. Ici, on suit les aventures de Hajime Shinichi, un cinéphile qui va rencontrer le fantôme d'un scénariste de génie qui se nomme Taiko Tenmaku. Clairement, le scénario fait penser à Hikaru no Go, mais dans le monde du cinéma. Le premier chapitre est actuellement disponible en anglais sur Manga Plus. On va en France maintenant avec la maison d'édition Nouvelle Hydre. Elle a été créée très récemment. Elle a comme particularité l'objectif de mettre en avant de nouveaux mangas réalisés par des mangaka français. Une très belle initiative. Pour plus d'infos sur leur catalogue, je vous invite à aller sur le site web nouvelhydre.fr. Les mangas présents dans leur catalogue devraient être disponibles à partir de juin 2023. On finit cette rubrique avec du très lourd. En effet, le manga du regretté Kentaro Miura est de retour 4 mois après la publication du chapitre 371. Nous avons appris via Young Animal, le magazine où est prépublié Berserk, que le chapitre 372 sera disponible le 28 avril 2023 et il aura aussi droit à une page couleur. Je ne vais pas vous cacher je suis plutôt excité par cette news, notamment vu l'état de Guts à la fin de ces derniers chapitres. On va maintenant passer au débat. Alors souvent les fans de One Piece sont très critiques avec l'arc Skypiea. Beaucoup expliquent que ce dernier ne sert à rien et qu'il est limite inutile. Donc pour comprendre One Piece, on n'a pas besoin de le regarder. Alors je vais répondre directement à cette question. Pour moi personnellement, je trouve que il est extrêmement sous-coté l'arc Skypiea. Il a clairement sa place dans mon top 5 des arcs préférés de One Piece. C'est pour cela que je vais vous donner, on va dire, 5 raisons de ne pas skipper cet arc et vraiment de vous expliquer pourquoi je pense que Skypiea est vraiment un grand arc de One Piece. Alors pour commencer, je trouve que Skypiea c'est l'arc qui fait le plus pirate dans le sens où dans la vision qu'a Luffy de la piraterie et surtout dans la vision de One Piece, c'est-à-dire que je pense que pour Oda à travers Luffy, être pirate c'est être une personne totalement libre et qui parcourt le monde et qui explore des endroits qui sont méconnus par les personnes lambda. Et je pense que Skypiea caractérise bien ça, dans le sens où on est sur une île qui est située dans le ciel, où limite tu peux nager dans les nuages. Et du coup, c'est à la fois super dépaysant et ça renforce l'idée que l'arc est vraiment un arc découverte et on découvre une nouvelle contrée en fait. Et vraiment, ça se marie vraiment parfaitement bien avec l'esprit de One Piece. Et en plus, Skypa, au niveau graphique, il a vraiment sa patte graphique due au fait que déjà il se situe dans le ciel et que surtout, au moment où il est paru en manga notamment, on était selon moi au prime de Oda au niveau dessin et on le sent dans les doubles pages, par exemple quand on voit la cité d'or, etc. Il y a vraiment une patte graphique visuelle qui rend cet arc encore plus beau et sublime, je trouve, et qui le rend encore plus intéressant et surtout différent des autres arcs de One Piece. Le second point aussi qui fait que Skypass c'est un grand arc, c'est le fait que les personnages pour moi, Ener et Wiper sont des personnages qui se complètent parfaitement et qui montrent à quel point l'homme est capable de tout pour ses ambitions, surtout pour ses croyances aussi, parce que à travers Ener, il a la croyance que pour lui, c'est un dieu. Et comme c'est un dieu, il se doit de rentrer dans une terre qui est à la hauteur de son standing. Or que Wiper, lui,
est le descendant de Kalgara. Pour lui, reprendre ses terres, en plus d'être un hommage à son ancêtre, c'est son devoir en tant que Shandia. Donc pour ses croyances et sa culture, il est prêt à tout. Et comme on voit dans l'arc, Wiper est vraiment prêt à tout. Il attaque les Mugiwara alors qu'il n'a pas de raison. Parfois, il est même prêt, limite, il a on va dire, des méthodes un peu terroristes et qui laisse ses compagnons mourir au combat et qu'il est vraiment prêt à tout pour remplir ses ambitions. Et ce qui est vraiment important, c'est que les deux, que ce soit leur croyance et leurs racines, c'est-à-dire où ils ont vécu leur terre, ça a vraiment forgé les hommes qu'ils ont et surtout leurs ambitions. Et en plus, les deux, on voit, les deux, ils sont pas décrits, même si Ener c'est un méchant entre guillemets, les deux ont un côté sombre, surtout Wiper ont un côté sombre, alors que normalement ça devrait être un allié entre guillemets. Mais malgré cela, on voit que les deux ont une évolution en accomplissant leurs rêves. Parce que comme on peut le voir avec Wiper à la suite de l'Ellipse, on voit dans les mini-aventures qu'il est membre de la garde rapprochée de Ganfor. Donc ça montre bien que le personnage est devenu beaucoup plus ouvert et surtout en paix avec lui-même car dans l'arc de Skypiea, on nous montre bien qu'il a une haine envers les Skypiens qui pour lui, ils ont clairement volé la terre de ses ancêtres et qui pour lui, seule leur mort pourrait pardonner entre guillemets ce péché. Et le fait qu'il maintenant il travaille avec Ganfor, ça montre bien que à travers le fait que Luffy a réussi à faire sonner la cloche, il a vraiment eu un changement et qu'il s'est plus ouvert aux autres et que surtout il a réussi à prouver la véracité des dires de Noland à son descendant Cricket et surtout rendre hommage à l'amitié qu'il avait à l'amitié entre Noland et Kalgara. Et vraiment le fait d'accomplir cela, ça lui a permis d'avoir un changement et une vraie évolution qu'on n'a pas vu de nos yeux même. On le voit à travers les mini-aventures, mais quand même c'est fort qu'on voit parce que le Wiper qu'on voit dans Skypiea, c'est vraiment une personne qui a confiance en personne et qui est prêt à tout, mais vraiment prêt à tout pour redorer entre guillemets le blason des Shandia et surtout faire sonner cette cloche quoi. Après pour Ener son évolution, je l'aborderai dans un autre point. Du coup on va passer on va dire à la troisième raison qui fait que Skypiea c'est un grand arc. C'est justement en parlant de Mont Blanc. L'autre force de cet arc, c'est vraiment son flashback entre Kalgara et Noland. On va dire là, c'est purement subjectif entre guillemets, mais clairement pour moi, on a l'un des meilleurs arcs, l'un des meilleurs flashbacks de One Piece. On a vraiment une belle histoire d'amitié qui se crée entre deux personnages de cultures différentes, mais qui au travers de la compréhension et l'écoute d'autrui, on se lie d'amitié. Cela va créer vraiment une amitié tellement forte que même aux portes de la mort, chacun va penser à l'autre avant de rendre l'âme. Et que surtout, leur lien entre guillemets perdure depuis des siècles à travers leurs différents descendants qui sont Mont Blanc Cricket et Wiper. Pour rester sur les personnages, contrairement aux autres arcs, je trouve que la structure de l'arc diffère avec les arcs, on va dire, basiques de One Piece, dans le sens on a en aucun cas, quand les Mugiwara viennent à Skypiea, c'est pour, on va dire, sauver un peuple un peu dominé, etc., par un pirate. De base, leur objectif n'est en aucun cas lié aux Skypiens et aux Shandia. Ils ont comme seule envie de prouver à Mont Blanc Cricket que la cité d'or existe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, à la fin de l'arc, le méchant, entre guillemets bien sûr, gagne, dans le sens où même si Ener se fait battre par Luffy, il arrive quand même à remplir son objectif, c'est-à-dire d'aller sur la Lune. Et c'est vraiment une première de One Piece parce que, comme l'avait dit Oda dans une interview, si je me souviens bien, pour lui, Luffy, il veut pas qu'il y ait des morts dans son manga, mais que pour lui, Luffy, quand il bat un adversaire, il détruit son rêve. Or que là, Ener, c'est le seul méchant antagoniste qui, malgré sa défaite face à Luffy, a réussi à remplir son ambition, à aller sur la Lune. Donc vraiment, on voit bien que Skypiea, c'est un arc pas comme les autres et qu'il est complètement différent
du schéma narratif de base que Oda peut avoir dans ses différents arcs. Du coup, ça me fait une parfaite transition pour mon dernier point. Parce que l'une des principales critiques qu'on fait à Skypiea, c'est le fait que, entre guillemets, il sert à rien dans l'univers de One Piece, qu'il est, on va dire, oubliable dans le sens où il apporte rien. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça dans le sens où, déjà, dans un premier temps, à travers les personnages de Asa et Ner, on a les prémices d'un des pouvoirs les plus importants dans One Piece, c'est-à-dire le Haki. Asa et Ener, c'est principalement le Haki de l'observation. Et on va attendre vraiment que, peut-être, tu vois, plus de 200 scans avant d'avoir des réelles explications sur ce qu'est le Haki ou le fluide en français, à travers l'entraînement de Luffy. Le début de l'entraînement de Luffy quand il est avec Riley qui lui explique les choses. La deuxième chose aussi, c'est que on a une Skyper et permet d'avoir a une réelle importance sur l'univers de One Piece dans le sens où sur la cloche dorée, il y a un poneglyphe qui indique la position de Poséidon, l'arme antique Poséidon, qui est Shirahoshi. Et justement, on voit bien que les armes antiques serviront dans le dénouement de One Piece et surtout dans la compréhension du siècle oublié, notamment à travers rien que le pouvoir de Shirahoshi qui est de contrôler les rois des mers. Et je pense que tout le monde à la fin de l'arc des hommes poissons ont compris que si les habitants de l'homme poisson vont sur sur le bateau Noah, il va être ramené à la surface par les rois des mers. Donc forcément, le Shirahoshi aura une importance, je pense, primordiale dans la réalisation du One Piece et, comme je l'ai dit, dans la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, pourquoi Joy Boy allait s'excuse de ne pas avoir rempli sa promesse, etc. Ensuite, là, on va dans un troisième point, on va dire ça va plus être une théorie, mais je pense que le fait que Ener soit peut-être le seul antagoniste qui ait réussi à réaliser son rêve, je pense que c'est pas pour rien. Surtout quand il va sur la Lune et que sur la Lune il trouve comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Ah, quand il sauve les Spices, justement, quand ils sauvent les Spices sur la Lune et qu'on voit qu'ils ont une technologie, on va dire, un peu plus développée, pour moi, j'en suis intimement persuadé, j'en suis sûr que à un moment donné, soit les Mugiwara vont aller sur la Lune pour découvrir quelque chose lié au One Piece, ou soit c'est Ener qui va revenir, on va dire, sur la terre ferme, entre guillemets, et qui va apporter des précisions par rapport au siècle oublié, parce que je pense que le fait d'introduire cette race sur la Lune, je pense que ça n'a pas été fait de manière anodine par Oda. Et surtout que dans les mini-aventures, on voit bien que les maîtres des Spices, c'était un peu le Vegapunk avant l'heure. C'était un grand scientifique. Donc et vu que là, Egghead, on voit bien que Vegapunk a énormément d'informations sur le siècle oublié. Je pense que Ener va être une clé de compréhension pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et surtout en apprendre encore un peu plus sur le lore de One Piece. Du coup, maintenant, j'espère que je vous ai convaincu avec ces 5 arguments. Du coup, maintenant, on va passer à la partie, les chapitres qui m'ont marqué cette semaine. Alors, pour faire une parfaite transition au débat, on va parler du chapitre 1080 de One Piece. Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que déjà, c'est focalisé que sur un seul endroit. Parce qu'en ce moment, Oda, il va un peu partout, ça nous perd. Mais là, c'est vraiment focalisé sur l'île de la Ruche. Déjà, tout d'abord, on a une explication sur pourquoi Barbe Noire a capturé Kobe. C'est parce qu'il a pour ambition de créer sa propre nation, entre guillemets, d'être reconnu par le gouvernement mondial. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un focus sur le Sword, sur à quoi il correspond dans la marine. Et justement, en gros, le Sword, on va dire, c'est une brigade qui agit de manière indépendante, entre guillemets, et qui peut comment dire ça, être exclu de la marine s'ils font des choses, on va dire, qui portent préjudice à la marine. Donc je trouve c'est intéressant que
le Sword ce soit ça, et que ce soit pas en fait une identité qui est cachée par la marine. Au contraire, la marine a pleinement conscience que le Sword existe. Après, le fait que ce soit Aokiji qui explique cela, est-ce qu'il est membre de la Sword? J'ai un doute. J'y crois pas trop. Surtout comment il l'explique. Moi, je pense que c'est pas lui qui l'a créé, qu'il a connaissance de cela, mais c'est pas lui qui l'a créé. Peut-être Akainu ou bien Garp et Sengoku. Je miserais plus sur l'un de ces trois personnages. Ensuite, ce qui est bien aussi à travers ce chapitre, c'est qu'on voit le reste des fruits présents dans l'équipage de Barbe Noire. Surtout, il y a un fruit on va dire, qui a retenu mon attention, c'est le fruit de Vasco Shot. Parce qu'il a je crois, c'est avec son pouvoir, il peut enflammer ses poings avec de l'alcool. Comme Oda aime beaucoup les fruits, on va dire, un peu farfelus. Et je trouve que ça va être super intéressant, surtout si il y a un combat avec lui contre Jinbe. Je pense que entre le feu et l'eau, il y a une parfaite opposition. Donc je miserais sur vraiment un combat Vasco Shot Jinbe. Et surtout, je pense le point culminant, je pense pour tout le monde dans ce chapitre, c'est l'arrivée de Garp, qui a avec une droite détruit l'île. Et je pense que, personnellement, j'en suis persuadé même, c'est que soit Garp, il va mourir, soit il va être capturé par Barbe Noire et qui va essayer de réaliser son plan, mais je vois pas du tout Garp s'en sortir, notamment parce que il y a plusieurs commandants. Après, on n'est pas sûr de savoir si Barbe Noire est oui ou non présent sur l'île de la Ruche ou pas, parce qu'on n'a pas encore, on sait pas exactement dans quelle temporalité ça se passe. Parce qu'on sait que la discussion qu'il a avec Kobe, c'est un flashback. Mais dans le présent, on ne sait pas s'il a fini son combat avec l'eau ou s'il va sur Egghead, etc. Donc c'est un peu flou. Ensuite, ce qui est aussi fait que je pense que Garp va mourir, je pense que ça va être là cette, ce combat sur l'île de la Ruche, ça va être un peu un écho à God Valley, dans le sens où Garp c'est allier un pirate pour battre un autre pirate. Je pense que cette fois-ci, Garp et les mômes de la Sword qui sont présents sur l'île de la Ruche vont s'allier, je pense, à des pirates qui ont été prisonniers, notamment Gecko Moria et Wang Shi. Sauf que je pense que là, contrairement à God Valley, Garp va perdre. Et c'est Barbe Noire justement qui va... S'il est présent, c'est Barbe Noire qui va gagner. Pour bien montrer que contrairement à Rock Shibek, euh, il est beaucoup plus puissant et que sa puissance correspond à ses ambitions, on va dire. Donc c'est pour ça, moi je suis vraiment très pessimiste pour l'avenir de Garp. Je pense vraiment que pas d'ici quelques chapitres, parce que je pense que Oda va peut-être ellipser comme il l'a fait avec Barbe Noire et Law, mais je pense que l'avenir de Garp dans One Piece, c'est pas le top, on va dire. Ensuite, le second chapitre qui m'a marqué pour faire écho à la news dont j'avais parlé dans le premier épisode du podcast, à savoir par rapport à la création d'un espèce de manga plus mais version Kondesha, c'est le chapitre de Blue Lock, le chapitre 214. Alors dans ce chapitre, on suit toujours le match entre le Bayern et les Uber, à savoir la Juventus. Et je trouve ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est la vision du football qu'apporte la Ligue italienne, dans le sens où le numéro 9 qui encadre la Ligue italienne explique très bien que pour lui, le foot, c'est pas juste une passion, c'est vraiment un métier, et qu'il voit ça comme un monde en entreprise, et que surtout, depuis le début de Blue Lock, que ce soit dans les matchs, etc., souvent on va prôner l'individualité à son paroxysme. Or que là, avec les Uber, on voit bien qu'il y a une vraie opposition, dans le sens où c'est un vrai collectif qui travaille ensemble pour le bien du collectif. C'est pas juste des égos qui essayent de bouffer l'ego de l'autre, en fait. Par exemple, le but de Isagi, c'est vraiment lui qui bouffe les qualités de ses partenaires. Or que là, dans le chapitre, on voit bien que les Uber, ou les Ubers, je sais pas comment ça se dit, mais bon, on va dire les Uber, c'est vraiment
un collectif, c'est un 11. C'est pas juste des individualités. C'est tout un collectif qui a pour objectif de gagner. Et je trouve que une bonne prémisse pour l'évolution de Barreau. Parce que même si c'est l'un de mes personnages préférés, je trouvais que résumer Barreau juste à son côté individuel et qui veut devenir le roi, à un moment ça allait être déjà redondant. Et surtout qu'il allait jamais percer dans le foot parce que même les plus grands numéro 9 ils sont capables de faire la passe. Or que Barreau, c'était vraiment un... Il était poussé à l'extrême dans le sens où parfois il volait le ballon à ses partenaires. Donc le fait qu'il soit allé dans cette ligue, pour moi, ça va être vraiment une parfaite porte d'évolution pour le personnage, pour qu'il évolue dans son football et qu'il devienne un meilleur joueur. Donc à voir ce que la suite du match nous réserve. Après, est-ce que le Bayern va encore gagner? Je pense, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, vu que Isagi c'est le héros, pardon. Après à voir, mais je pense que ce serait pas mal que justement que le Bayern perde maintenant pour que justement ils prennent conscience que juste des individualités qui travaillent que pour eux-mêmes, ça va pas tout le temps les emmener à la victoire. Il faut aussi qu'ils pensent au collectif. Donc je pense que ce serait plutôt pas mal si c'est les Uber qui gagnent cette rencontre. Du coup, c'est la fin de ce second épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, me dire ce que vous avez pensé. Du coup, moi je vous dis à dans 2 semaines. Sur ce, peace.